Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour cette conférence extrêmement importante. Et je vais vous donner pour commencer les remerciements aussi de la part de Monsieur Larouche qui est en esprit avec nous à cette conférence et dont le travail prophétique a contribué énormément à la mise en place des solutions qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Je dois vous dire que nous sommes dans un moment de crise, d'une crise qui a des dimensions très importantes. On est au bord d'un génocide qui pourrait devenir pire que tout ce qu'on a vu dans l'histoire. Et maintenant, avec la politique actuelle du monde transatlantique, si on continue dans cette politique, cela arrivera. Dans le temps court, on a la coïncidence, on pourrait dire, de 3 dangers mortels. On a évidemment l'expansion de l'État islamique et du terrorisme qui est en train de faire déjà un génocide contre les Kurdes, contre les Irakiens et les Syriens, contre les populations de ces pays, des minorités religieuses. Et ça pourrait très vite arriver à un point où les nations contre lesquelles ce terrorisme est dirigé, qu'ils aient plus d'autre choix de se battre et de lancer des vraies guerres. Et ça pourrait... Tout l'Asie du Sud-Ouest pourrait exploser et enclencher une guerre globale. Le deuxième danger mortel auquel nous faisons face, d'une situation de danger similaire, est évidemment le virus Ebola, qui est déjà hors de contrôle. Et c'est pas simplement en train de ravager l'Afrique de l'Ouest et les nations d'Afrique de l'Ouest, mais c'est en train de se répandre en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Et contrairement à tous les irresponsables qui nous disent dans les pays développés que c'est totalement, c'est pas possible de se développer chez nous, que les pays développés sont préparés, à cause des coupes budgétaires dans la santé, cela pourrait se développer et être hors de contrôle en Europe. Et le troisième danger mortel, c'est que on a une certitude aujourd'hui qu'un nouveau krach financier international qui sera bien pire que celui de 2008 et l'Union européenne et les États-Unis qui mettront en place leur politique de renflouement interne, de bail-in, comme ils l'avaient fait à Chypre, c'est-à-dire prendre l'argent des gens carrément sur leur compte en banque, alors ça plongera le monde dans un âge des ténèbres. Et avec ça, et une guerre peut justement émerger de ce chaos financier. Donc la chose sur laquelle il faut insister, c'est que ces 3 dangers ne sont pas le résultat de processus inévitables. Ils sont tous faits par l'homme, créés par l'homme. Donc il y a des remèdes, mais on doit d'abord reconnaître qu'ils sont le résultat de politiques qui ont complètement échoué de l'establishment du monde transatlantique. Et ils peuvent simplement être corrigés si la volonté politique peut être mobilisée pour le faire. Donc, sur la première menace, sur le califat de l'État islamique, qui est en train d'avancer massivement malgré les bombardements. Mon mari, Lyndon Larouche, a produit un petit film en 1999 qui s'appelait Storm over Asia, Tempête sur l'Asie, et qui caractérisait d'un point de vue vraiment, c'était une prophétie sur ce qui se passerait si la politique anglo-américaine continuait à ce rythme-là. Si on peut lancer le clip. What you're seeing is a war in the North Caucasus region on southern Russia. What you're also seeing is a war which is broken out simultaneously in the border between Pakistan and India. The forces behind these attacks on Russia and on India are the same. They are a mercenary force which was first set into motion
by policies adopted at a trilateral commission meeting in Kyoto, Japan in 1975. The policies originally of Brzezinski and his number two man there, Samuel P. Huntington. The policies which were continued by then Trilateral Commission member, that is back in 1975, George Bush, before he became vice president. These are policies which were continued by George Bush as vice president. This is under Bush, this became known as the Iran-Contra drug finance link operations of mercenaries deployed with private funding all over the world, recruited from Islamic and other countries, and targeting Russia's flank. This mercenary force, created then, still exists. The primary responsibility for creating the force was the government of the United Kingdom, most notably, most emphatically, the government of Margaret Thatcher, Prime Minister Margaret Thatcher, a policy which has been accelerated and continued in full madness by the present Prime Minister, Tony Blair of the United Kingdom. This war, if continued, using mercenaries, can lead to nuclear general war. The major powers principally threatened today by this mercenary operation are two of the world's largest nations, China and India. China on its western borders, India on its northern borders. Of course, Iran is also threatened, but more notably, Russia. If these nations are pushed to the wall by a continuing escalation of a war, which is modeled on the wars which the British ran against Russia, China, and so forth during the 19th century and early 20th century, this will lead to the point that Russia has to make the decision to accept disintegration of Russia as a nation, or to resort to the means it has to exact terrible penalties on those who are attacking it, going closer and closer to the source, the forces behind the mercenaries, which includes, of course, Turkey, which is a prime NATO asset being used as a cover for much of this mercenary operation in the North Caucasus and in Central Asia. Now, the Islamic card, Donc la carte islamique contre l'Union soviétique était une idée à l'origine de Brzezinski, qui avait présenté cette politique à une conférence de la commission trilatérale à Kyoto en 1975. Mais après que les Moudjahidines ont été entraînés pour se battre contre l'Union soviétique en Afghanistan, ce mouvement a pris sa propre indépendance. Et ça s'est répandu de l'Afghanistan jusqu'en Asie centrale, sur le Daghestan, le Tchétchénie, Pakistan et au-delà. Et ça avait créé déjà beaucoup de guerres. Et c'était la politique de changement de régime qui était mise en place explicitement. Et l'intention des Anglo-Américains de renverser le monde vers un empire mondial juste après la chute de l'Union soviétique. Et la politique de changement de régime a aggravé, justement, en démantelant les États, a démantelé l'ordre international. Et la guerre contre Saddam Hussein en 2003, en Irak, qui était basée entièrement sur des mensonges, créés totalement par Tony Blair, le MI6, a complètement renversé l'Irak et renvoyé le pays à l'âge de pierre. Au nom soi-disant de cette bataille contre le terrorisme. Après la guerre contre la Libye, qui était exactement pareil, basée sur des mensonges. Et le veto aux Nations Unies de la Chine et de la Russie n'a rien fait. Et on a dit non, on va faire simplement une intervention humanitaire. Et donc la Russie et la Chine s'étaient abstenues au vote des Nations Unies. Et regardez la Libye. C'est le chaos complet en Libye aujourd'hui. Et après les mensonges contre la Syrie, contre le gouvernement Assad qui aurait utilisé des armes chimiques,
qui n'a jamais été prouvé. Et il a même été prouvé que c'est les rebelles eux-mêmes avaient utilisé à plusieurs reprises, qui étaient soutenus par l'Arabie Saoudite et l'Occident, et avaient utilisé. Donc les médias ont maintenu ce mensonge jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont attaqué le pays. Et si on regarde toute la région, Irak, Syrie, aujourd'hui, doivent faire face à ce terrorisme de l'État islamique. Et on a des propositions totalement folles venant du parti écologique, par exemple en Allemagne, de lancer des mandats là-bas pour intervenir. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais parce que la politique verte, qui avait déjà soutenu le coup d'État fasciste en Ukraine, et s'est opposée à la résistance de la Russie. Donc le mandat des Nations Unies pour ça, de telles missions, n'arrivera jamais. Donc le ministre des Affaires étrangères allemand a dit ça. Et après, il a dit, il a été en Arabie Saoudite pour insister, pour dire que l'Arabie Saoudite doit jouer un rôle prédominant dans la lutte contre l'État islamique. Donc c'est comme si vous alliez chercher un loup dans la forêt pour s'occuper de votre poulailler. C'est exactement la même chose. Donc la seule solution pour la Syrie, la solution politique, c'est sans Assad. Mais temporairement, on peut peut-être soutenir Assad parce que l'État islamique prendra le contrôle. Donc tout ça peut mener à la Troisième Guerre mondiale dans un très court terme. Aux États-Unis, par exemple, il y a une grosse révolte, une demande pour de faire face à cette crise face à l'État islamique, en regardant quelles sont les vraies circonstances de ce qui s'est passé le 11 septembre. Et le rapport officiel du 11 septembre qui avait été publié grâce au leadership de Bob Graham, le sénateur, qui avait fait une enquête sur les circonstances les attentats du 11 septembre. Et il y a un gros combat pour montrer qu'est-ce qui a généré ça aux États-Unis. Et c'est déterminant. Parce que si les 28 pages, justement, de ce rapport qui sont aujourd'hui classifiés secret défense et qui ont été classifiés par George Bush, et Obama lui avait promis, lors de sa campagne de 2008, de rendre public, de déclassifier ce rapport de 28 pages et de dire aux familles dont des membres de leur famille avaient été tués dans les tours jumelles, de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Mais ces pages n'ont pas été publiées. Mais il y a de plus en plus de congressistes qui, aujourd'hui, se sont organisés pour demander la déclassification de ces 28 pages. Plusieurs organisations, il y a une semaine, par exemple, il y a eu un petit programme à la télé de 11 minutes et ils ont discuté exactement l'importance de rendre public ces 28 pages. Donc notre plus gros problème sont nos alliés. Et nos alliés dans la région sont le c'est le vice-président Biden qui a dit ça. Donc il y a une déclaration très importante. Il a dit que voilà, le problème le plus important en Syrie, c'est nos alliés, et en particulier l'Arabie Saoudite. Le Qatar, les Émirats, parce que eux, ils ont plusieurs politiques en tête et qui sont pas vraiment nos alliés sur beaucoup de points. Mais ce qui est plus important, mais ce qu'a dit le sénateur Bob Graham, qui est obligé malheureusement comme les documents sont classifiés, il n'a pas le droit de rendre public ce qu'il y a dedans, mais il met la pression. Il met la pression en disant que ces 28 pages doivent être... La connexion est directe. Non seulement l'Arabie Saoudite a promu en fait cette forme extrême de religion, mais aussi ils ont été le principal financier d'abord d'Al-Qaïda, puis ensuite de différentes filiales d'Al-Qaïda à travers le monde, et particulièrement en Somalie, au Yémen, et maintenant ils soutiennent directement l'État islamique.
c'est de la dynamite. Donc tous les chefs d'État d'Europe et au-delà le savent. Le sénateur Bob Graham est très reconnu au niveau international. Il est très réputé, un sénateur. Il avait dirigé la commission du rapport sur le 11 septembre et M. Steinmeier, qui était chef de cabinet de Gerhard Schröder, quand Schröder was chancelier, et travaillait dans les services secrets. Et il est à nouveau ministre des Affaires étrangères. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est au courant de ça. Et ça, c'est pareil pour tous les gouvernements européens. Ils sont tous au courant de ça. Donc c'est ça le scandale. Et on doit rendre ça public et l'utiliser pour changer la politique que le même pays qui a financé et développé les Moudjahidines, Al-Qaïda, Al-Nusra, maintenant l'État islamique, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans la coalition qui doivent le combattre. Donc c'est une farce complète. Bloomberg, par exemple, qui est une agence de presse américaine, a publié dernièrement, ils ont dit que l'État islamique, justement, forme des terroristes tchétchènes pour aller faire tomber Poutine. Donc c'est un des projets. Omar le Tchétchène, comme il est surnommé, Omar al-Shishani, il a dit notre but ultime, notre cible à terme, c'est Vladimir Poutine. Donc la majorité des combattants de l'État islamique la plupart sont des Tchétchènes et ils se préparent à ramener le combat qu'ils sont en train de mener en Syrie, en Irak, en Russie. Et le leader du parti nazi, secteur droit en Ukraine, Dimitri Yarosh, a appelé publiquement, les chefs de guerre, Oumarov, justement, de venir pour mener la guerre contre Poutine. Et ce Yarosh avait participé à la première guerre de Tchétchénie contre la Russie. Donc vous pouvez voir clairement, toutes ces opérations, c'est pas au Moyen-Orient. Ils sont directement dirigés contre la Russie et la Chine. Le 4 juillet de cette année, Abu Bakr al-Baghdadi, qui est le chef de l'État islamique, a publié une carte qui montre l'extension de son califat qu'ils sont en train d'essayer de construire jusqu'en Chine. Il a nommé 22 pays sur lesquels ils appliqueront leur théorie. Donc quelle est la conclusion de ça? Plutôt que de s'allier qui vont avec des pays qui financent le terrorisme depuis toujours, des Moudjahidines jusqu'à aujourd'hui, si on veut empêcher l'escalade de cette situation vers une nouvelle guerre mondiale, nous devons changer, nous devons créer une alliance avec la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, Syrie et l'Égypte. Et seulement si nous arrivons à changer la politique à ce niveau-là, on pourra stopper cette crise. Ça veut dire très urgemment de poser la question fondamentale d'une conférence globale sur la sécurité internationale. Parce qu'on ne peut pas avoir des pays qui sont en confrontation avec la Russie et éviter cette guerre mondiale. Donc on doit revenir aux règles de internationale. Le respect de la souveraineté nationale des pays. Au moment, comme cela s'est développé au moment de la négociation du traité de Westphalie, comme aujourd'hui ça se fait aujourd'hui en Chine. Donc tout le paradigme de changement de régime, de révolution de couleur, qui est la guerre, même si c'est pas déclaré, c'est des guerres ouvertes, doivent être rendus hors la loi. Et la doctrine de M. Blair, de soi-disant d'intervention humanitaire. En 1999, il avait donné, Tony Blair, un discours à Chicago qui a changé la doctrine de l'OTAN et de la politique occidentale complètement. Il a dit explicitement que des interventions militaires humanitaires seront autorisées sans mandat
Et ça a été appliqué à ce moment-là au Kosovo, à la guerre contre la Yougoslavie. Donc, il a dit, nous disons qu'il faut mettre toute cette doctrine Blair à la poubelle. Ce soi-disant droit à intervenir partout. Parce que cette politique a mené à ce que nous voyons aujourd'hui, à l'érosion complète des relations entre les différents pays, ou ce que nous voyons en Afrique. On doit retourner au principe de la paix de Westphalie de 1648, qui avait mis fin avec succès à 30 ans de guerre religieuse et qui représente vraiment une percée fondamentale en Europe de la loi, la mise en place des premières lois internationales. Donc si on regarde les principes du traité de Westphalie, le premier principe disait, pour sauver la paix, tous les crimes de tous les côtés seront pardonnés et oubliés. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, et à partir d'aujourd'hui, la politique que nous allons mener doit être basée sur l'avantage d'autrui, un respect pour la souveraineté nationale. Ça veut dire aujourd'hui que doit mettre fin totalement aux intérêts géopolitiques d'une nation ou d'un groupe de nations contre d'autres nations. Parce que c'est la géopolitique qui a mené le monde à 2 guerres mondiales au siècle dernier et qui va aujourd'hui nous mener à une 3e guerre mondiale avec la politique du grand jeu contre la Russie et la Chine. Donc on doit remplacer la géopolitique avec l'idée des buts communs de l'humanité, un dessein commun avec une nouvelle architecture globale de sécurité internationale pour l'intérêt de toutes les nations sur cette planète. Le président Xi Jinping de Chine l'a dit avec insistance, on ne peut pas avoir la sécurité dans le monde pour une nation et le chaos pour d'autres. Donc si on regarde au danger mortel dont j'ai parlé, le deuxième, qui est cette épidémie d'Ebola, c'est déjà hors de contrôle. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin. Et l'Ebola, c'est un virus extrêmement agressif qui a un taux de mortalité qui va jusqu'à 70-80%. Le taux de développement est exponentiel. Et d'ici à janvier de l'année prochaine, il se pourrait qu'il y aurait, si on prend des données conservatrices, peut-être plus d'1 million de personnes infectées par le virus. Et il pourrait y avoir 10 000 nouveaux cas par semaine. Ça, c'est les professionnels de la santé internationale, parce que c'est déjà hors de contrôle et eux le savent. En mars, quand a commencé l'épidémie, justement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement en Sierra Leone, au Libéria et le Kenya, ces pays ont demandé de l'aide de l'Organisation mondiale de la santé et des Nations unies. Et ils n'ont rien eu. Donc maintenant, c'est pratiquement une situation où le personnel médical a quasiment abandonné dans certains de ces pays parce qu'ils sont... C'est une situation comme elle est décrite par Boccaccio dans son livre Le Décameron. Donc on avait mis des gens au départ dans des camps de traitement, puis après il y en avait trop. Mais ces camps sont devenus des camps de la mort. Et les gens restaient chez eux. On leur donnait un aspirine, on leur disait de pas sortir de chez eux. Et en fait, toutes les familles mouraient les unes après les autres. C'est ce qui est décrit dans le Décameron de Boccaccio. Et il y a quelques années, M. Larouche, mon mari, avait appelé à une force d'intervention internationale pour s'opposer justement aux conditions imposées par la politique du FMI. Et il a dit, si la politique du FMI est appliquée, ça conduira à une catastrophe biologique inévitable. Et en 1974, vous aviez Henry Kissinger, quand il était en chef de la sécurité nationale américaine, qui a publié un rapport NSSM 200,
moment sur la sécurité internationale. Il a dit que là, il ne faut pas que les pays sous-développés se développent parce que l'augmentation de la population dans ces pays-là est le plus grand danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Et donc, la croissance dans les pays du tiers-monde doit être découragée. Ce qui veut dire, évidemment, les conditions imposées par le FMI aux pays sous-développés. Vous ne pouvez pas investir dans la santé, vous ne pouvez pas investir dans les infrastructures, vous devez payer votre dette. Donc voilà, la chose est claire. Et tous ces pays-là, aujourd'hui en Afrique plus particulièrement, c'est délibéré, c'est une intention délibérée du système mondial d'arriver à ce que proposait Henry Kissinger. Et la politique britannique, qui a été la réduction de la population constamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec Bertrand Russell, par exemple, dans un article qui s'appelle « L'impact de la science aujourd'hui », sur la politique, a demandé. Il a dit ce serait vraiment un avantage énorme s'il y avait une épidémie mortelle à chaque génération, ce qui fait que la population mondiale serait réduite massivement et que les gens qui survivraient pourraient procréer librement sans générer une surpopulation au niveau mondial. Voilà. Bertrand Russell, le prince Philippe, également dans des conférences publiques, a répété plusieurs fois que si il était réincarné, il voulait être réincarné en virus mortel pour réduire massivement la population mondiale. Le prince Philippe, en 2008, le Centre de contrôle des maladies américaines, le CDC, avait publié un mémorandum à Obama au moment de la campagne présidentielle qui a été rendu public hier grâce aux procédures de la libération de l'information après un certain délai. Et il est clair dans ce rapport, ça a été publié dans le Washington Times, où ce Centre de contrôle des maladies américaines a dit que les coupes budgétaires dans la santé conduiront aux États-Unis avec les hépatites, Ebola, disait, pourrait devenir un danger mortel pour les États-Unis. Évidemment, ce rapport a été totalement ignoré et la réforme de la santé d'Obama a été une coupe dramatique dans la santé américaine. Donc, on doit remédier à une situation en Europe, aux États-Unis, est très grave. Par exemple, en Espagne, on a le premier cas, vous avez vu, de cette infirmière qui a été contaminée. Il n'y avait pas de protocole de protection pour les infirmiers et les docteurs. Ils n'ont pas emmené les malades dans un hôpital dit de niveau 4. Ils n'étaient pas préparés. Et l'infirmière ont fait ce qu'elles avaient à faire, plus ou moins. Aux États-Unis, c'est pareil. Il n'y a que 4 hôpitaux aux États-Unis qui peuvent avoir un niveau d'alerte 4 qui permet de guérir les patients d'Ebola. C'est à peine quelques dizaines de patients. Et le syndicat des infirmières américains avait fait une conférence il y a 1 an de cela. Donc il y avait des milliers d'infirmières qui étaient réunies à ce congrès. Et ils ont dit c'est la faute d'Obama pour l'incapacité de l'État américain à se préparer à ce type de choses. On n'a pas de formation, on n'a pas les moyens techniques, on n'a même pas de respirateur pour les patients, etc., etc. Donc il y a des recherches par des instituts internationaux de l'université du Minnesota, par exemple, qui dit que malgré les mensonges de l'État, ils disent que l'Ebola peut être transmis par l'air, que c'est pas simplement des contacts entre les différents corps humains, mais ça peut être transmis par l'air. Donc là, en août dernier, les militaires espagnols, quand ils ont vu le premier cas qui a explosé, ils ont proposé directement d'utiliser de vraiment utiliser les gens très formés dans l'armée. Donc des équipes justement de biologistes, des biologistes moléculaires,
qui s'occupe des armes chimiques, etc., de vraiment prendre ça à cœur et de contrôler très très vite la situation, parce qu'ils sont formés quelque part à ça. Mais ça a été rejeté par le gouvernement et les gens ont été envoyés dans d'autres hôpitaux, ils ont été dispersés. Et l'Espagne est l'unité la plus la plus spécialisée a été démantelée à cause de la privatisation du système de santé espagnol. Donc ils ont des gens qui ne sont pas formés. On leur donne une vidéo de 20 minutes. Et évidemment, ils ne sont pas prêts à faire face à cette situation. Bon, ces experts, justement, ils ont donné des interviews sur des sites internet, dans les radios. Que leurs équipes ont été formées, faire face à cette situation. Donc, si c'était vrai, ils avaient fait des séances d'entraînement et en fait, ils se sont rendus compte que si ça avait été des cas réels, en fait, ils auraient tous été contaminés parce qu'ils n'étaient pas du tout capables de faire face à une situation d'épidémie. Donc, c'est ça la politique, justement, du gouvernement espagnol. Détruire le système de santé par la privatisation. Et voilà où ça mène. Et c'est pas simplement appliqué en Espagne. Donc le ministre de la Santé européen continue à avoir la même ligne, le même cap. Ils disent rien n'est hors de contrôle. Ça ne peut être transmis par les airs, mais on doit le dire publiquement. C'est que le pire risque de la diffusion rapide de l'Ebola en Europe aujourd'hui, c'est la politique de l'austérité. C'est la troïka. Ils ont tout démantelé. Ils ont tout démantelé, le système de santé en Grèce, en Italie, au Portugal, en Espagne. Et on voit la négligence criminelle de ce gouvernement. Parce qu'il se concentre exclusivement aujourd'hui donc ils prennent la température des gens dans les aéroports, dans les trains, etc., mais qui n'empêchent rien du tout, en fait. Ça n'empêche pas du tout la maladie de se développer. C'est les seules mesures qu'ils prennent. Et si vous regardez les lits pour 1000 personnes en Europe, c'est passé entre 2003 et 2014. En Allemagne, par exemple, moins 6%. En France, moins 16%. En Italie, moins 18%. Et l'Europe n'est pas prête. Parce que ça prend 20 personnes pour avoir simplement un patient. C'est vraiment une mobilisation générale. Donc vous voyez la situation telle qu'elle est. Donc ce qui devrait être fait, donc on devrait absolument aller en mode urgence. Donc aller en Afrique, qui n'est pas fait aujourd'hui. Il n'y a pas une mobilisation d'urgence. Il faut envoyer tous les armées formées dans le monde qui sont capables de faire face à ces maladies, à ce type d'intervention, pour faire une force d'intervention rapide et de traiter massivement les patients, de contrôler. Et les soldats américains qui ont été déployés dans la région pour construire des capacités hospitalières, ils n'ont rien fait, ils attendent. Et on perd du temps précieux. Donc ils devraient très vite transformer tous ces hôpitaux en type de niveau 4 et d'être capable de contenir ces épidémies avant que ce soit réellement trop tard. Donc les actions par cette mobilisation militaire, elles sont formées à des guerres biologiques. C'est les seules capacités qu'on a aujourd'hui au niveau mondial qui peuvent faire quelque chose. Et sans la coopération des États-Unis d'Amérique, de la Russie, de Chine, d'Inde, les pays européens et les autres, ce ne sera pas résolu. Donc on a deux situations où si on continue cette politique de confrontation contre la Russie est suicidaire pour la race humaine.
Et je peux vous dire que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il va y avoir une panique générale au niveau mondial à cause de toute cette situation. Donc on doit changer cette panique, la transformer pour reconnaître que l'espèce humaine doit changer sa direction. On doit avoir une architecture de sécurité internationale. Tous ces pays qui travaillent ensemble pour contenir ces dangers mortels pour l'espèce humaine. Dans les années 70, M. Larouche avait appelé déjà ce qu'il avait appelé une initiative de défense biologique, dans le contexte justement des politiques du FMI qui étaient mises en place. Donc on a réitéré cet appel après, où il y avait eu l'anthrax et le 11 septembre aux États-Unis, pour mettre en place, justement, le principe pour contrôler, justement, garder la loi qui protégeait le système de santé américain, la loi Hill-Burton. En 2006, j'ai moi-même appelé à cette initiative de défense biologique quand il y a eu la grippe aviaire. Parce qu'il y avait un danger de mutation, en fait, des virus. C'est ça qu'on néglige. Ces virus peuvent muter et peuvent être ensuite transmis de personne à personne. Donc l'Organisation mondiale de la santé a dit à ce moment-là, a publié un rapport qu'il y aurait une fenêtre de 10 ans avant que la combinaison justement de nouvelles épidémies et que la résistance aux antibiotiques pourrait amener un holocauste. Ils utilisaient ce terme. Et aujourd'hui, on a cette fenêtre-là qui est ouverte. Donc on doit mettre toute notre ressource internationale dans cette capacité médicale, dans cette initiative de défense biologique, parce que on peut pas attendre. Il y a des gens qui sont là en train d'attendre et pour faire de l'argent avec de l'argent. On a une peste noire qui peut réduire la population mondiale, comme ça l'a fait au XVe siècle, au XIVe siècle, et des gens réfléchissent à leur profit. Donc cette initiative de défense biologique nécessitera donc un programme crash, un programme d'urgence pour mettre en place les solutions, mais avec une approche totalement différente. Pas le profit des compagnies pharmaceutiques, mais de regarder la question fondamentale, qu'est-ce que la vie ? Donc la connexion, justement, entre le monde de la vie et le monde de la pensée. Comme disait Vernadsky, la noosphère et la biosphère. On doit avoir cette approche-là pour régler ce type de problème. Donc le danger de nouveaux crash financiers, quand Nixon, en 1971, a découplé l'or du dollar, M. Larouche avait dit, ce système-là, la fin des accords de Bretton Woods, nous amènera le monde à un nouveau crash financier mondial. Et on y est. Ce système financier est devenu de plus en plus criminel. Ce que Jean Ziegler a appelé dernièrement, qui est le nouveau commissaire de l'Union, de la Commission des Nations Unies, il a dit un système cannibale, où les éléments les plus criminels, les fonds vautours, ont tous les droits, sont responsables en grande partie pour les conditions, pas simplement l'Argentine qui se bat courageusement contre ces fonds vautours, mais aussi l'Afrique, parce que ces fonds vautours aussi demandent ce qu'ils demandent à l'Argentine, de payer totalement leurs produits financiers pourris par centaines de milliards. Ça veut dire un taux de profit de 1600% pour ces fonds vautours. Bon, ils demandent la même chose au Congo-Brazzaville. Un fonds qui s'appelle Elliott Management et qui est dirigé par le même Paul Zinger qui mène la guerre avec son fonds vautour contre l'Argentine. Donc on devrait simplement savoir combien de médecins, de nourriture, d'appartements on pourrait construire avec l'argent de ces fonds vautours et de ces activités criminelles.
beaucoup de vies peuvent être sauvées, auraient pu même être sauvées depuis les 40 dernières années. Et nous l'avions dit à l'époque, on avait dit la politique du FMI, ils sont 1000 fois pires que celle d'Adolf Hitler. Et si vous regardez à combien de gens ont été tués depuis lors, vous voyez que ce n'est pas du tout une exagération. Aujourd'hui, 85 personnes gagnent autant que 3,5 milliards de personnes. Ah. Donc si rien n'est changé à temps, ce sera bien pire qu'en 2008, parce que les banques qui sont trop grosses pour faire faillite, comme on dit, sont devenues encore plus grosses. Elles sont 20% de plus endettées. Et il y a un cœur d'experts financiers aujourd'hui, ils disent qu'on est au bord du Big One, ça veut dire le grand crash. Et le président de la Banque internationale des règlements, Guy Debelle, a fait une déclaration dans une conférence il y a 2 jours, a dit que ce serait un crash relativement violent. Thomas Henning, qui est le vice-président du Fonds de garantie des dépôts américain, il a dit que ces grandes banques, trop grandes pour faire faillite, vont mettre le système par terre. Et toute la politique européenne et américaine, c'est de renflouer les banques par l'austérité basée sur le modèle qui a été appliqué à Chypre. Donc ce que j'ai dit au début. Donc ces 3 menaces existentielles se combinent. Et s'il n'y a pas un changement dramatique dans le paradigme actuel, ceux qui sont aujourd'hui aux commandes sont morts. Et donc il y a une solution et un moyen de s'en sortir. Donc, la politique financière casino promue par Jacques Attali et ses amis a répandu la mort pour des milliards de personnes. Donc, on doit mettre en place ce système alternatif. Ça fait des années que c'est ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés dans les années 60-70 pour un nouvel ordre économique mondial, mais malheureusement, ça a été détruit. Et ça a souffert, malheureusement, subi beaucoup de revers. Et notre organisation a continué le combat pour mettre en place ce système parallèle depuis 1975, lorsque M. Larouche avait proposé une banque internationale de développement. Et on s'est battu pour ça depuis 40 ans. Et maintenant, une nouvelle ère pour la civilisation a commencé avec le président chinois et Xi Jinping qui a annoncé l'année dernière qu'il devait y avoir une nouvelle politique pour une nouvelle route de la soie. Quand il était au Kazakhstan, il a fait un discours. Si on peut voir le clip, l'ancienne route de la soie, qui était construite il y a 2000 ans. Yeah, the old Silk Road. C'est l'ancienne route de la soie qui a été 2000 ans par une dynastie chinoise. Des échanges de biens, de technologies, d'idées, de culture. Et c'était une victoire très importante à l'époque pour par exemple, où il y avait le désert, il fallait traverser le désert, il fallait développer des choses sans précédent pour trouver les moyens de garder l'aliment, les alimentations. Ça a amené beaucoup de révolutions. J'ai eu la chance de visiter cet endroit à la fin du mois d'août à l'invitation de la fondation Tzu Qingling et de l'académie. Et on était invités à faire le voyage, entre guillemets, sur l'ancienne route de la soie de Langzhou jusqu'au mur, jusqu'à Jiayuguan. Et jusqu'au désert de Gobi. C'est très très intéressant. Vous croyez que c'est que le désert. Et vous avez les arcs ici. C'est le début du chemin de fer qui va de Lanzhou à Wuxi et au-delà.
C'est en train d'être construit à une vitesse assez impressionnante. Donc la nouvelle route de la soie, c'est pas simplement une connexion de la Chine vers l'Asie centrale, vers l'Europe. C'est un concept ouvert. Tous les pays de la planète sont invités à joindre ce projet. En novembre, Xi Jinping a ajouté à cela, ça c'est les pays des BRICS. Et les autres pays en vert clair, les autres pays qui travaillent avec les BRICS. Et en vert foncé, les pays des BRICS. A proposé une route de la soie maritime. Et il y a eu un sommet à Shanghai et il y a eu des percées entre Poutine et Xi Jinping où ils ont conclu un contrat de 30 ans, des accords de 30 ans pour justement la production, la distribution de gaz entre la Russie et la Chine. En juillet, il y a eu les BRICS qui se sont réunis au Brésil et les pays du CELAC, donc les chefs d'État de l'UNASUR dans les pays d'Amérique latine et les pays d'Asie avec le Brésil. Et si on peut revenir à cette carte, ça c'est le nouveau système, ça représente le nouveau système. C'est plus de la moitié de la population et ces pays sont engagés dans un paradigme complètement différent. Et on n'a pas du tout idée de ça en Europe et aux États-Unis. C'est un optimisme culturel sans précédent. La Chine s'est développée de manière impressionnante dans les 30 dernières années. C'est sans précédent. Qui, pour la plupart des autres pays, dans les soi-disant pays développés, ça a pris parfois plusieurs siècles. Et ce type de développement, il l'offre justement aux pays qui participent à cette nouvelle route de la soie. C'est aussi une nouvelle conception de l'homme. L'identité de l'humanité définie d'un point de vue de son futur et sa relation à l'ordre cosmique, les lois de l'univers. Donc c'est des principes complètement différents sur lesquels ils opèrent. C'est pas un concept géopolitique. Ça transcende en fait l'intérêt national pour lancer des collaborations entre pays pour le dessein commun, les buts communs de l'humanité. Donc on a des projets énormes qui se développent aujourd'hui dans plein de pays. Et je vais juste en citer quelques-uns pour vous donner un sentiment. Le premier, par exemple, des nouveaux mécanismes de crédit qui ont été mis en place comme base pour une nouvelle trajectoire de développement. Trois banques ont été créées. La banque infrastructurelle de l'Asie, la nouvelle banque de développement et la banque de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Ils ne donnent plus du crédit pour la spéculation, mais simplement pour le financement de projets. Et ces trois banques, et ne sont pas encore développées à plein, vont devenir, quand le Titanic du monde transatlantique s'effondrera, ce seront les canaux sur lesquels nous pourrons continuer à vivre. Donc l'idée, c'est de construire avec la Chine un nouveau canal au Nicaragua pour connecter le Pacifique et les Caraïbes, d'avoir un nouveau point de distribution pour l'Amérique latine. Et ça a été réalisé par le grand chef de projet des aménagements des programmes d'eau en Chine, avec 2 aéroports, des ports, des lacs artificiels, des usines des aciéries. Et c'était l'Institut Shengwan, donc de recherche planifiée, qui ont mis en place aussi le projet des Trois Gorges, le fameux grand barrage. Donc il y a un intérêt très important de lancer ce type de projet ailleurs, au Nicaragua par exemple. Par exemple le Brésil également, le Pérou vont faire un chemin de fer transcontinental. C'est vraiment un projet gigantesque où pour la première fois, un chemin de fer va être du Brésil, de la côte atlantique,
jusqu'à la côte Pacifique au Pérou. Et il y a eu un meeting entre Dilma Rousseff et Xi Jinping. Dilma Rousseff a dit c'est fondamental d'avoir l'Afrique du Sud avec nous également, qui est un lien justement entre nous et l'Afrique du Sud et l'Asie. Donc il y a des projets en Bolivie également, du Brésil à travers la Bolivie jusqu'au Pérou. Donc tout ça inclut beaucoup de pays. Donc il y a cet ensemble de projets entre la Russie et Cuba, la Russie et le Nicaragua, entre la Chine et Cuba. 28 grands projets ont déjà été signés. Entre la Bolivie et la Russie, la construction de centrales nucléaires ont déjà été signées. Entre la Chine et la Bolivie, mettre en place des coopérations avec l'Argentine, des programmes infrastructurels, un plan de nucléaire civil, des centres de recherche aussi nucléaires, la désalination de l'eau de mer également. Et ensuite, entre le Brésil et la Russie, des échanges au niveau nucléaire, militaire. Ils veulent doubler leurs échanges. Ils construisent ensemble un système de bouclier antimissiles. Voilà, pour un système de navigation par satellite, un GPS. Et il y a des partenariats stratégiques vraiment très profonds, avec même la création de satellites pour l'Afrique, ce qui n'a jamais été fait. Donc il y a des échanges scientifiques à tous les niveaux, entre l'Argentine et la Chine également. Infrastructure, nucléaire, des accords à tous les niveaux, entre le Venezuela et la Chine, entre la Chine et le Mexique et l'Inde. Et au mois de septembre dernier, Xi Jinping a été en Inde et ils ont signé de nombreux grands contrats, justement, dans la science nucléaire, le réacteur nucléaire thorium, par exemple, et le réacteur à haute température. Voilà, donc tout ça est en train d'être signé et développé. Donc tous ces projets sont extrêmement importants, parce qu'ils montrent la voie vers le futur. Donc ils font des choses à la vitesse grand V que nous on est en train tous d'abandonner, comme le nucléaire, pour produire de l'argent par la spéculation et générer des profits pour une poignée d'individus. Donc c'est très très important que l'esprit d'une nouvelle renaissance, ouverte par la collaboration des pays des BRICS, c'est pour ça que c'est encore plus important. Parce que la population en Europe, aux États-Unis, sont devenus tellement socialement pessimistes qu'ils ont du mal à imaginer qu'il y a des leaders dans le monde qui sont en train de se battre pour le bien commun de l'humanité et pour défendre l'intérêt général de leur population. Lorsque Xi Jinping était à New Delhi, en visite d'État, je vous invite à lire le discours qu'il a fait, qui présente vraiment un vrai discours de chef d'État. Et qui exprime vraiment le vrai principe de la paix de Westphalie. Il a dit que la Chine et l'Inde ont partagé une très longue histoire d'amitié depuis 2000 ans. Le bouddhisme qui s'est développé en Inde, importé en Inde par les moines, il a mentionné Shain Lin, qui avait exporté le sanskrit, les scientifiques qui avaient travaillé à l'époque avaient fait des explorations, des Chinois qui avaient visité l'Inde il y a très longtemps pour développer des projets culturels, l'astronomie, des calendriers, de l'architecture. Tout ça a été introduit en Chine par des gens d'Inde. Et après, ils ont amené le papier, par exemple, le processus pour la soie, la musique. Enfin, c'est un échange très riche. Il dit que la Chine supporte, et l'Inde a soutenu la Chine pendant la guerre d'opium, et la Chine a soutenu la guerre d'indépendance contre les Britanniques. Et Rabindranath Tagore, qui est le grand poète indien, qui est adoré par les Indiens, et quand il est allé en Chine, il a dit « Je ne sais pas, mais je sens, c'est comme si je rentrais chez moi quand je vais en Chine. Et quand il est parti, mon cœur reste ici. » Et après, il a parlé aux jeunes qui étaient dans l'audience. Il a dit « J'espère que vous pourront
absorber toute la sagesse de l'histoire commune de l'Inde et de la Chine et d'aller encore plus loin, de poursuivre la vérité. Travaillez dur, les jeunes d'Inde et de Chine, et créons un futur meilleur, main dans la main. Et si on veut gagner, c'est de rendre les autres aussi capables de se développer. C'est en développant les autres qu'on se développe soi-même. Donc nous sommes des forces qui conduisent en Asie, qui amènent ce mouvement de masse pour le développement. Nous sommes à une frontière quelque part. Nous travaillerons à nouveau ensemble pour le bénéfice de chacun, pour toute la région asiatique et pour le monde entier. Donc il avait beaucoup d'intérêt déjà pour la culture indienne, ce qu'a dit Xi Jinping, et la grande période justement de l'histoire, les grandes civilisations, la culture védique. Il a cité tout ça et des belles citations du poète Tagore. Donc, c'est le même type d'état d'esprit que l'Institut Schiller a créé il y a 30 ans en fait. Si on veut que les nations vivent ensemble entre elles, on doit montrer le meilleur de la culture de chacun. Et cette nouvelle route de la soie ne sera pas simplement d'un point de vue économique bénéfique, mais elle créera une plateforme économique, un progrès pour toutes les nations qui y participeront. Et cette nouvelle route de la soie, c'est aussi une métaphore pour une nouvelle renaissance culturelle, où chaque nation mettra de l'avant, fera ressurgir le meilleur de sa culture, la philosophie, la musique, la poésie. Et Xi Jinping, justement, pour l'anniversaire de Confucius, a dit dans une conférence internationale, si un pays où un pays ne vénère pas leurs penseurs, ils perdent leur âme. Ils ne seront pas capables de continuer à aller dans l'avenir. Et c'est le problème de l'Europe. C'est le problème des États-Unis. On a perdu notre culture. On a perdu notre âme. Et Xi Jinping, il a dit la culture classique doit être enseignée aux jeunes et ça doit devenir les gènes de la jeunesse chinoise. Donc c'est Confucius devient aujourd'hui quelque part l'identité de la nation chinoise dans son ensemble. Ils font des efforts énormes pour que chacun trouve quelque part, trouve dans ces 5 millions d'histoires quelque chose pour se transformer soi-même. En Inde, pour étudier les écrits védiques des Védas, les beaux poèmes en fait de la création. Alors c'est un livre qui s'appelle Sanatana Dharma. Donc c'est des religions qui dialoguent avec les autres religions. En fait, c'était l'idée de Nicolas de Cuse, c'est qu'il y a une vérité supérieure à toutes les religions entre guillemets. Et on peut trouver cette vérité ensemble. Et ce que dit Tagore où il parle d'Einstein justement, il dit notre univers est en harmonie avec l'homme. Et nous savons que c'est la vérité. Quand on découvre la vérité, on découvre aussi la beauté. Ou la poésie en Russie de Pouchkine, le génie de Vernadsky, qui ont vraiment développé une identité nationale en Russie très fort. Et si l'Europe veut survivre, on ferait mieux de faire revivre notre tradition philosophique de Leonardo da Vinci, Rabelais, Nicolas de Cuse, Leibniz, Bach, Beethoven, Schiller, et faire revivre cette belle conception de l'homme que ces hommes ont développée. On doit, comme Modi l'a dit, faire un mouvement de masse pour le développement, pas simplement en Inde ou dans les pays qui ne sont pas encore développés, mais un mouvement de masse pour le développement, particulièrement dans les nations en Europe et aux États-Unis. On a besoin de pays pour rejoindre la dynamique des BRICS, pour un monde plus harmonieux, le développement de chacun sur cette planète. Et ce mouvement de masse pour le développement doit être inspiré par une passion, un amour pour l'humanité. Ça doit être en Russie basé sur la poésie de Pouchkine, en fait, en Russie, Vernadsky.
comme Monsieur Larouche l'a publié un livre qui s'appelle Les 50 prochaines années de la Terre, où il parlait de Vernadsky, de la notion sublime qui pose de questions fondamentales sur la différence entre les pays de manière axiomatique. Qu'est-ce que la différence dans chacun des pays d'un point de vue de la noosphère? Si on regarde ce que la noosphère peut faire d'ici à quelques décennies, la capacité de penser de chaque être humain, si on reconnaît ça dans les 2 prochaines générations, on redéveloppe un sens d'identité, de souveraineté personnelle et de souveraineté au niveau des États. Développer les caractéristiques justement de ce que Vernadsky appelait la noosphère, la capacité des hommes à faire des découvertes. Donc on doit se positionner d'un point de vue du futur. Où est-ce que nous voulons être dans 2 générations ou dans 100 ans? Si on ne veut pas être dans un âge des ténèbres et être quelques misérables centaines de millions de personnes dans des caves ou dans des grottes sur Terre, parce que l'humanité se sera éteinte, et si on ne se libère pas de cet empire qui pousse à la guerre thermonucléaire, alors on pourra affirmer l'identité de l'espèce humaine comme la seule espèce créative de l'univers. Donc on doit créer ce mouvement de masse pour les buts communs de l'humanité, pour une vision du futur, pour le monde, dans lequel on aura accompli une sécurité matérielle, énergétique pour l'ensemble des êtres humains. Une base industrielle sur la Lune, comme l'a proposé la Chine, pour aller chercher l'hélium 3 et produire de la fusion thermonucléaire qui produira l'électricité pour tous. Une économie basée sur le développement des isotopes, très spécialisés, des accélérateurs de particules, voyager dans l'espace pour aller encore plus loin, atteindre pourquoi pas Mars, des astéroïdes, être capable de réaliser, défendre la Terre contre justement les météorites, les astéroïdes. Tous ces projets-là restent à faire. Donc une nouvelle révolution scientifique. Aller comprendre notre système solaire, notre galaxie, des milliards de galaxies. Où vivons-nous? Donc cette architecture pour la sécurité sur Terre qu'on veut mettre en place doit partir de cette volonté d'aller plus loin. C'est pas simplement des nations qui travaillent ensemble sur la planète, comme l'ancienne route de la soie, mais ça va être un pont terrestre asiatique qui va connecter tous les continents et va élever les êtres humains vers les étoiles. Comme disait Nicolas Ducluse, la coïncidence des opposés, le concept qu'il a développé, c'est le paradoxe. Cette identité de l'espèce humaine, dans ce concept de nouvelle route de la soie, est ce de reconnaître en tant qu'espèce créatrice, créative, et d'être en cohésion, en harmonie avec les lois de l'univers. A Chinese dream since ancient times has come true. Le programme lunaire chinois Change 3 a commencé à descendre sur la Lune en décembre 2014, décembre 2013. Et là, voilà, il s'est posé sur la Lune. Change 3 s'est posé avec succès sur la Lune. Just one day after the Chang'e Et juste un jour après, rover was sent out to begin exploring. il a commencé à explorer justement, à se balader et de prendre des photos justement. Et après, les photos ont été directement transmises à la base en Chine. C'est la première fois en fait que des images officielles de la Chine ont été prises sur un corps extraterrestre. Et là, on voit les photos. Centre de contrôle, les gens sont félicités. Et le chef du programme a dit que la mission était un succès complet.
Next. Est-ce qu'on peut montrer la suite? Donc, c'est dans nos mains. Est-ce qu'on veut une humanité qui devienne réellement humaine? Vous voyez, c'est un extrait du tableau de Raphaël, où Dieu touche presque la main d'Adam. C'est un symbole pour que l'homme devienne une espèce divine créatrice. Et pour la dernière image, je voulais montrer justement le design à une conférence récemment, comment la Chine aujourd'hui, la Chine veut aller se développer aux États-Unis. Ah oui. And in that spirit, Ça a été présenté.